C'est avec plaisir, parce que vraiment, on s'est assez moqué du monde quand même. Il serait temps, on n'est plus les enfants. Je veux dire, bon, ça embête tout le monde, ça embête les gouvernements. Ceci dit, on est bien obligé de faire avec. Bien, alors je n'ai pas été témoin du carrousel de Washington, j'ai été témoin de l'émoi que ce carrousel a causé dans l'ensemble des États-Unis apparemment. J'étais en Caroline du Nord et l'émission a été coupée, littéralement coupée, et on a entendu une voix masculine qui nous a indiqué que des survols de Washington, des survols parfaitement interdits dans la zone couvrant la Maison-Blanche et la Maison-Blanche, je crois le Pentagone et une bonne partie de la ville de Washington, avaient été suivis par plusieurs radars, que la situation était critique, et il nous a demandé de ne pas quitter l'écoute. Rien que ça a suffi pour attirer naturellement mon attention et celle de mes camarades. Et par ailleurs, les journaux du dimanche du lendemain ont fait très largement état de ces incursions, et nous avons posé des questions à leur sujet à nos instructeurs qui étaient des pilotes militaires. Ils ne nous ont pas dit grand-chose, mais enfin on a tout de même eu confirmation de la réalité des faits. La première fois, c'était déjà très insolite, je n'étais pas encore commandant de bord. C'était au sud-ouest, désolé, de Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro et Florianopolis. Nous avons été dépassés par un écho que nous ne voyions pas parce que nous étions sur une sorte de mer de nuages, comme on l'appelle. Et nous avons été dépassés par un écho très rapide par la droite. Et la mesure de vitesse que nous avons pu faire grâce à notre radar nous a donné environ 4500 km/h comme vitesse propre de cette chose. Et le retour, ce qu'on appelle le retour, c'est-à-dire l'intensité du spot montré sur notre radar, était à peu près la même que celle que nous avions quand nous détections un Boeing 707. Donc on peut penser qu'il s'agissait effectivement de quelque chose d'assez important. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que nécessairement cet engin ou cette chose ou cet objet se trouvait en dessous de notre altitude. Nous étions à 33 000 pieds, donc l'altitude de cet engin était, disons, entre 9 et 10 000 mètres. Et que nous savions, et nous savons toujours fort bien qu'on ne peut pas faire voler à des vitesses pareilles un engin, un avion par exemple, à moins de le doter d'ailes en acier inoxydable, et encore je ne suis pas sûr. On sait trop ce qui arrive quand il n'y a pas de bouclier thermique. En tout cas, on a suivi cet engin pendant 37 000 nautiques, ce qui est tout de même une distance environ 70 km, pendant lequel le vol est nécessairement été horizontal, sinon il aurait quitté notre faisceau radar. Donc vous voyez, toutes ces informations étaient vraiment impossibles, mais elles étaient. Et la seconde fois, par contre, nous avons très bien vu ce qui nous doublait. C'était une espèce de traînée lumineuse qui semblait générée par une ou plusieurs sphères métalliques, mais la luminosité de la traînée était telle qu'on ne distinguait pas très bien ce qu'il y avait à l'avant. Et là, c'est le radar du contrôle de la navigation aérienne de Détroit qui nous a appelés, qui nous a demandé de décrire ce qu'on voyait. Et deux autres avions sont intervenus sur la même fréquence et ont confirmé notre observation. Sachant que j'aurais que très peu de détails sur ce qui nous avait doublé, j'ai annoncé mon intention de déposer un ERMIS, c'est-à-dire une procédure de risque de collision, parce que j'estimais, et j'estime toujours, qu'il n'est pas normal que des engins allant à 4800 km/h interfèrent, même en passant tangent en bordure d'une voie aérienne, interfèrent avec le contrôle de la navigation aérienne civile. Et c'est là que le contrôle m'a dit « mais non, il est passé en bordure de voie aérienne, donc il n'y a pas eu de risque de collision, il avait une trajectoire parallèle à la vôtre, etc. » Bon. Je me posais à Montréal et je rentrais le lendemain sur Montréal-Los Angeles. J'ai laissé à l'escale la consigne de diriger n'importe quel enquêteur de l'aéronautique civile vers moi. J'ai donné l'autorisation de... Je n'ai jamais entendu parler de rien. D'abord, comment s'est fait la déclassification? Elle s'est faite de façon très simple. Quand le président Gerald Ford a accédé à la présidence des États-Unis de façon tout à fait inattendue, il était vice-président de Richard Nixon,
il a fait voter une loi qui est passée tout à fait inaperçue, qui s'appelle la loi Freedom of Information and Privacy Act. C'est une loi, en 2 mots, qui permet à n'importe quel citoyen, à n'importe quel chercheur, de demander la déclassification de n'importe quel document militaire ou autre. Et si l'autorité qui détient ce document veut en refuser l'accès, c'est à l'autorité de faire la preuve que ça risquerait de mettre en danger, par exemple, des agents de renseignement américains. En un mot comme en mille, cette loi a permis, pas tout de suite, et après de nombreux procès, à quelques associations américaines, dont le CAUS, Citizens Against UFO Secrecy, d'avoir accès, en gros, j'ai rencontré Barry Greenwood qui était très actif dans ce domaine, 85 000 documents en 1985, c'est assez facile, enfin 85 000 pages dactylographiées en 1985. C'est absolument considérable, et dedans, il y a littéralement de tout. Vous avez des descriptions minute par minute d'incursions d'engins inconnus sur des bases stratégiques de fusées américaines, dans le Nord, à Minot Air Force Base par exemple. Vous avez, dans le détail, la rencontre d'avions de chasse iraniens au-dessus de Téhéran, d'avions de chasse qui ont essayé d'approcher un immense disque lumineux et dont et dont tout le système d'armes tombait en panne quand ils arrivaient à 3 km de l'engin ou à quelques kilomètres de l'engin. Tout le système d'armes tombait en panne. Les commandes elles-mêmes commençaient à être inefficaces. Et dès qu'ils avaient quitté la zone, tout redevenait normal. Bon, des détails absolument inouïs sont contenus dans ces documents. Mais surtout, il y a aussi une copie de la plupart des synthèses qui ont été effectuées. J'ai parlé tout à l'heure du survol de toutes les bases atomiques américaines entre 1948 et 1950. Il y a eu une étude très poussée par Lincoln LaPaz, une étude qui était un spécialiste des astéroïdes, une étude très poussée pour le compte de l'OSI, qui était l'organisme scientifique des services de renseignement de l'US Air Force. Toutes ces études sont contenues dans ces documents. C'est tout à fait incroyable. Et je me suis même permis de reprendre et de faire une espèce de statistique et de regrouper toutes les survols de 4 zones, dont Los Alamos, la zone qui entoure Albuquerque, où se trouve la base de Sandia, où l'on construisait les bombes atomiques, la base de Holloman et le périmètre de White Sands où on étudiait les fusées, et une base complètement inconnue au Texas, où finalement j'ai fini par découvrir que les têtes atomiques terminées étaient stockées là, dans le plus grand secret, inutile de vous le dire. Et naturellement, je n'ai pas pu m'empêcher de spéculer sur la panique des autorités américaines quand toutes leurs bases, les unes après les autres, dans une période de 6 mois, toutes leurs bases les plus secrètes ont été survolées. Bon, par un phénomène qui en soi, il s'agissait de boules lumineuses vertes extrêmement bizarres, qui ressemblaient à des météorites mais qui n'en étaient pas. Et c'est justement pour ça que Lincoln LaPaz avait été appelé. Il a pu démontrer que 11 des caractéristiques n'étaient pas compatibles avec des caractéristiques de météorites. De toute évidence, on ne peut pas s'empêcher de spéculer sur la réaction des autorités américaines et peut-être sur le frein que ces survols ont représenté pour les ambitions américaines qui étaient très grandes en 1949. Souvenez-vous, 48-49, 48 en particulier, les Russes n'avaient pas encore la bombe atomique et personne ne pensait qu'ils l'auraient avant 10 ans. Et il y avait probablement des tentations très grandes d'établir une hégémonie peut-être pacifique, mais une hégémonie quand même sur la Terre grâce aux bombes atomiques. Et là, j'ai l'impression que ça a été le grain de sable dans les rouages. Et comment imaginer un stratège poursuivant un programme ambitieux de pacification de la Terre avec cet inconnu qui planait au-dessus. Il y a eu des documents déclassifiés, et pas n'importe lesquels. J'ai récupéré sur Internet, juste avant de venir, un certain nombre de documents de la NSA, National Security Agency,
l'entreprise d'écoute du monde entier, où précisément j'ai relu complètement l'incident de Téhéran, mais à travers les écoutes de la NSA, parce que la NSA avait écouté l'Air Force iranienne, les forces américaines qui se transmettaient l'information, et finalement ça leur a permis de restituer la même chose que la CIA, mais sous une autre forme, puisqu'il s'agissait en fait d'interception d'écoute. Eh bien, croyez-le ou non, ça a été déclassifié. Donc on a maintenant un recoupement parfait de ce qui s'est passé au-dessus de Téhéran, par exemple. Mais il y en a d'autres. Alors bien évidemment, tout n'est pas livré. Alors pour une chose qui est aussi importante, j'ai eu l'occasion, vous l'avez entendu tout à l'heure, de parler de la réglementation JANAP 146. JANAP 146, tout ce qui concernait les objets volants non identifiés, les avions non conventionnels, les avions non identifiés, etc., étaient considérés comme information vitale pour le renseignement. Vital Intelligence Information. Alors, des messages justement portant le sigle service ont commencé à être interceptés par la NSA très tôt, et j'ai récupéré dans ces documents de la NSA un certain nombre justement de messages de ce type. Donc ce qui prouve bien que c'était très actif. D'autre part, en tant que commandant de bord, j'ai quand même entendu plusieurs fois, disons 3 ou 4 fois, le sigle service, que je croyais écrit S-E-R-V-I-C-E, alors que c'était C-I-R-V-I-S, mais en tout cas, la prononciation était service, et je l'ai entendu plusieurs fois. Je suis en mesure, disons, de vous livrer quelques suppositions intelligentes, j'espère, concernant le rapport Cometa. Disons que nous étions un certain nombre de citoyens concernés. Je faisais partie, et ça c'est pas une information secrète, je faisais partie d'une commission défense nationale, privée. J'ai un de mes amis qui fait partie, il est maintenant vice-président de la commission défense nationale de l'ESSEC, qui est une grande école. Disons que tous ces citoyens concernés, dont je faisais partie, avaient naturellement des amis qui étaient généraux, officiers, etc. Et on leur a dit la chose suivante, et apparemment on a été entendu, on leur a dit la chose suivante à plusieurs reprises. On leur a dit, écoutez, les Américains, on ne peut pas leur faire confiance. Pour l'instant, ils gardent complètement secret les informations concernant ces incursions d'origine inconnue, mais ils sont parfaitement capables, demain, de tout dévoiler. Que répondrez-vous aux citoyens de ce pays quand on va vous demander ce que vous avez fait, vous, état-major, dans ce domaine? Alors, naturellement, il y avait quand même l'existence, depuis l'époque de Robert Gallet, depuis 1977, il y avait quand même déjà l'existence d'abord du GEPAN, puis du CEPRA. C'était pas grand-chose, mais c'était un petit effort, mais c'était un effort officiellement civil au sein du CNES. Et on a donc demandé à nos amis qui étaient généraux, certains on les connaissait pour d'autres raisons. Bon, je suis quand même un ancien pilote, il m'arrivait de temps en temps d'aller au ministère de l'Air et de rencontrer, etc., d'anciens camarades. Et on leur a dit, qu'allez-vous faire? Ils ont dit, bien, oui, effectivement. Alors, eh bien, une des façons de faire, mais ça, après, ils se sont arrangés entre eux, ça a été de reprendre d'anciens auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale. Probablement, ils se sont rencontrés assez souvent, puisque je pense que leurs travaux ont duré plus de 5 ans quand même. Et finalement, ils ont fait une remise à jour d'un rapport qui avait déjà été remis dans les mêmes conditions à Robert Gallet en 1977. Donc en fait, on peut considérer le rapport Cometa, je pense, comme une remise à jour moderne, beaucoup plus complète, beaucoup plus précise, beaucoup plus sérieuse de ce rapport de 1977. Mais je rajoute en point d'orgue que, en fait, ni le Premier ministre, mais en tout cas pas le Président de la République, n'en avait besoin. Par contre, je pense qu'un certain nombre de conseillers scientifiques de nos services
qui ont un espèce de rejet viscéral du problème OVNI, on ne sait pas pourquoi, mais enfin c'est un fait, ont reçu naturellement, comme le public, ce rapport, peut-être même que leurs collègues l'auront mis sous le nez, et là, ils ont été, pour certains, probablement obligés de revoir un petit peu leur opinion. Probablement l'un des plus grands mystères modernes concernant les ovnis, c'est le désintérêt. Que dis-je, le désintérêt? Le refus de tous les journaux de seulement mentionner l'apparition de cette chose, qui était quand même signée par 5 généraux, 2 amiraux, 2 ingénieurs généraux et un commissaire principal de la DST. C'est quand même pas rien. Ce sont des gens qui ont mis en quelque sorte leur nom et leur réputation en jeu pour signer un rapport. Que ce rapport soit pas parfait, peu importe, rien n'est parfait dans ce domaine, surtout s'il s'agissait de réveiller un petit peu l'opinion publique et de réveiller et de modifier l'appréciation de certains conseillers scientifiques, ne nous le cachons pas, certainement pas de donner des informations au président ni au Premier ministre, des informations qu'ils n'avaient pas. Et vous voyez qu'il n'y a là rien de particulièrement anormal ni secret. Ça veut dire aussi, mais ça c'est une supposition parfaitement légitime, que très probablement l'ensemble du sujet reste enfoui au sein des gouvernements au niveau les plus secrets. Pourquoi ? Parce que tout le monde est embarrassé. Il est très difficile pour un gouvernement, je pense au gouvernement américain, d'avouer que l'US Air Force et les moyens de défense aérienne pour lesquels les citoyens payent énormément d'argent sont totalement incapables d'assurer la sécurité des cieux américains. Ce serait très gênant. Ça l'était déjà et peut-être encore plus au moment de la guerre froide, vous imaginez. L'Amérique, le monde découvrant que l'Amérique était incapable d'assurer l'étanchéité de ses espaces aériens. C'est impensable. Il y a des gens, il y a des forces parfaitement respectables, parce qu'il s'agit de leur opinion, parfaitement respectables, parce que chacun a le droit d'avoir l'opinion qu'il veut, qui détestent l'idée qu'il puisse y avoir une technologie supérieure à la nôtre, ou des gens qui soient supérieurs à l'être humain. Moi, je dirais, s'il y en a, et je n'ai pas du tout la preuve qu'il y en ait, mais je peux le supposer, moi aussi j'ai le droit de le supposer, je serais plutôt rassuré parce que en observant le track record, en observant ce que l'être humain est capable de faire à l'être humain, j'espère qu'il y a dans le cosmos des concentrations de conscience et d'intelligence qui sont capables d'un petit peu mieux.